Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant, voire déroutant. Oui, bonjour. On va parler de télépathie, mais aussi d'autres capacités humaines qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est ça, et plus spécifiquement chez des personnes non verbales, souvent avec un diagnostic d'apraxie. Tout à fait. Notre point de départ, c'est une entrevue assez riche avec Kate Dickens. La réalisatrice, oui, qui a aussi un podcast de Telepathy Tapes. Exactement. Et l'idée, c'est d'essayer de décortiquer un peu ces témoignages, voir ce que ça peut nous dire sur la conscience, la communication. Et comment une cinéaste engagée socialement est en est arrivée là, suite à des expériences personnelles et puis la découverte des travaux du docteur Diane Powell. C'est ça, une neuroscientifique qui s'intéresse à ces phénomènes. Bon alors, attaquons le vif du sujet. La télépathie, ici, c'est pas juste lire dans les pensées comme dans les films. Non, pas vraiment. D'après ce qui est rapporté, notamment par des parents qui utilisent une méthode appelée spelling to communicate, Ah oui, pointer des lettres sur un tableau. c'est ça. Eh bien, ces parents décrivent plutôt une sorte de connexion partagée, une connexion très très profonde avec leur enfant. Hmm, une connexion. D'accord. Et ça apparaît chez des enfants qui ont cette apraxie. Oui, c'est un point important. L'apraxie, c'est une sorte de déconnexion entre l'esprit, l'intention de parler et la capacité du corps à le faire. C'est moteur, en fait. Voilà. Ce n'est pas forcément lié à un déficit intellectuel, même si ça peut coexister avec l'autisme par exemple, mais l'incapacité à parler viendrait de ce problème moteur. Et l'idée un peu contre-intuitive, c'est que ce silence forcé pourrait ouvrir d'autres portes, d'autres canaux de communication. C'est exactement ce que les témoignages suggèrent. Kai Dickens elle-même, elle raconte avoir été témoin direct. Avec cette jeune fille Mia, c'est ça? Oui, Mia, elle aurait assisté à des moments où Mia rapportait précisément les pensées de sa mère à la demande dans des conditions qu'elle a essayé de contrôler. C'est quand même une affirmation énorme. Ah oui, c'est clair. Et ce n'est pas tout. Via cette méthode de pointage, le spelling to communicate, d'autres choses assez incroyables sont rapportées. Comme quoi, par exemple? Des enfants qui révèlent connaître des détails de livres qu'un parent a juste lus dans sa tête. Sans qu'on leur ait lu à voix haute. Voilà. Ou une compréhension de langues étrangères, ou des réflexions très poussées sur la science, la spiritualité, des sujets auxquels ils n'ont a priori pas eu accès de manière classique. Et ça va même plus loin que la télépathie. On parle aussi de précognition. Oui, la capacité de savoir des choses avant qu'elles n'arrivent, ou la perception d'aura, ou même recevoir des messages de défense, des messages pertinents pour la famille. D'accord. Là, on entre carrément dans le domaine du psy, comme on dit. Tout à fait. Et ça fait écho, même si c'est controversé, à des choses comme le projet Stargate de la CIA. La vision à distance, le remote viewing. Exactement. Où ils étudiaient des gens qui semblaient capables de voir des lieux à distance, localiser des sous-marins. Yuri Geller a été testé aussi d'ailleurs. Hmm. Ces recherches, même déclassifiées, restent sujettes à caution. Mais ça pose la question, est-ce que ça nous force à revoir notre idée de la conscience? C'est la grande question. Ça amène certains, comme le docteur Powell, à envisager une hypothèse assez radicale. Et si la conscience n'était pas juste un produit du cerveau? C'est-à-dire, Quelle serait, première, voilà. que la conscience précède la matière, et non l'inverse comme le postule le matérialisme dominant. Dans ce cadre-là, ces capacités psy deviendraient, disons, moins aberrantes. Théoriquement. Mais on imagine bien la résistance scientifique. Dr Powell qui risque sa licence. Oui, c'est un exemple frappant. La source compare ça au scepticisme initial face aux gènes, ou même au vol des frères Wright, à la langue des signes. Pourquoi une telle opposition? C'est juste le scepticisme normal de la science ou il y a autre chose? Disons que ça défie tellement le paradigme actuel, que ça peut être perçu comme une menace, et puis c'est très difficile de financer ses recherches, de publier, du coup ça reste largement en marge. Et il y a aussi des échos dans le monde animal qui interpellent, non? Ah oui, tout à fait. Les travaux de Rupert Sheldrake, par exemple, sur les chiens qui savent quand leur maître va rentrer, bien avant qu'il n'arrive. Ou cette histoire incroyable des éléphants de Lawrence Anthony. Exactement. À sa mort, ce défenseur de la nature, un groupe d'éléphants sauvages avec qui il avait tissé un lien particulier serait venu jusqu'à sa maison. Spontanément. Oui, et il serait resté plusieurs jours, puis est revenu chaque année à la date anniversaire pendant un temps. Comment ils ont su? C'est, voilà, ça touche à une forme de connexion qui nous échappe. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est complexe. Des affirmations extraordinaires, des témoignages décrits comme sincères, mais qui heurtent nos certitudes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être une dernière idée pour réfléchir.
Un des gènes cités dans l'entrevue compare la télépathie à l'amour. À l'amour. Oui, il dit que c'est la plus grande superpuissance, mais difficile à mesurer en labo. Alors, si ces capacités, l'intuition, une forme de télépathie, si elles sont liées à des états de connexion profonde, d'empathie, d'amour, Hmm. qu'est-ce que ça pourrait signifier sur le potentiel caché de nos propres liens, de nos émotions, sur notre compréhension d'une réalité peut-être moins matérielle qu'on le croit? Ça laisse songeur, en effet. Une question ouverte pour finir.